oublions un instant l'image d'Épinal de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, cette image. Les fameux commandos de la nuit, c'est ça? Exactement. Les commandos surentraînés, le visage peint en noir, qui sont parachutés au beau milieu de la nuit pour dynamiter un pont ferroviaire sous un déluge d'artillerie. Le cinéma nous a tellement habitués à cette vision hyper spectaculaire du sabotage. Ouais, une vision qui exige genre une précision d'ingénieur et un courage suicidaire, sans parler des kilos d'explosifs sophistiqués. C'est ça. Mais quand on ouvre les archives gouvernementales déclassifiées, la réalité de la guerre de l'ombre, elle prend une tournure totalement différente. C'est beaucoup plus banal et paradoxalement infiniment plus redoutable. C'est une distinction fondamentale en fait. L'action d'éclat, l'explosion qui détruit une usine entière, c'est visible. Et du coup, ça attire immédiatement des représailles massives. Ah c'est sûr. Ce que l'on découvre dans ces archives, c'est une stratégie de destruction beaucoup plus insidieuse, presque invisible au final. Et notre plongée d'aujourd'hui s'attaque justement à l'une de ces archives, un document historique qui, franchement, laisse pantois. Il s'agit du Simple Sabotage Field Manual, le manuel de terrain du sabotage simple. Un vrai manuel d'instruction? Tout à fait. C'est un texte publié dans le plus grand secret en janvier 1944 par l'OSS américain, l'Office of Strategic Services. Et pour ceux qui suivent, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'actuel CIA qui était dirigé à l'époque par William G. Donovan. Le fameux Wild Bill Donovan? Lui-même. Et l'objectif de notre dossier, c'est de révéler comment le gouvernement américain a secrètement formé des citoyens ordinaires, des gens normaux, vivant en territoire occupé, à devenir des saboteurs redoutables. Pas avec des explosifs, mais avec des objets du quotidien, et une bonne grosse dose de stupidité intentionnelle. Ok, décortiquons tout ça. Alors, pour bien saisir la portée de ce manuel, il faut vraiment se replacer dans le contexte logistique de 1944. Les Alliés préparent la libération de l'Europe, mais l'OSS fait face à un problème mathématique insurmontable. C'est-à-dire ? Il est physiquement impossible d'infiltrer suffisamment d'agents secrets qualifiés derrière les lignes ennemies pour stopper l'industrie et les transports de l'Axe. L'infrastructure est tout simplement trop vaste. Donc ils ont dû changer de fusil d'épaule. Exactement. La stratégie doit pivoter. Si on ne peut pas envoyer une armée de saboteurs de l'extérieur, il faut transformer la population locale en armée de saboteurs. Le manuel vise vraiment le citoyen lambda, le contrôleur de train, l'employé des postes, le balayeur d'usine. Le mécanicien du coin ? Voilà. L'objectif de Donovan, c'est pas le coup d'éclat dramatique, c'est de créer une traînée de poudre de dysfonctionnements mineurs, des milliers d'erreurs infimes, des petits retards innocents, des casses matérielles, qui, mis bout à bout, créent une congestion logistique totale pour les Nîmes. Mais avant d'entrer dans les détails techniques des objets, j'ai quand même une réserve majeure. Faire exprès d'être stupide ou maladroit, ça a l'air facile sur le papier. Surtout quand on rédige ça bien au chaud dans un bureau à Washington. C'est sûr. Mais sur le terrain, comment on convainc un travailleur honnête de mal faire son travail ? C'est une barrière psychologique monumentale. Quelqu'un qui a passé 20 ans à perfectionner son métier de menuisier, il tire une sacrée fierté de son boulot. Et soudainement, on lui demande d'être le pire artisan du monde. Le manuel consacre précisément ses premières pages à ce problème. Il reconnaissait que c'était l'obstacle principal. La destruction volontaire, ça va vraiment à l'encontre de la nature humaine et des habitudes d'un travailleur consciencieux. Oui, un artisan respecte ses outils. C'est la base de son identité. Le texte insiste donc sur la nécessité d'opérer une véritable rééducation psychologique. Il fallait amener ses citoyens à regarder leur lieu de travail non plus comme un lieu de production, mais comme un champ de bataille, où chaque outil devient une arme potentielle. C'est un peu de la thérapie inversée, quoi. Totalement. C'est comme demander au meilleur élève de la classe, le gars obsédé par la perfection, de devenir soudainement le pire partenaire possible pour un projet de groupe. Il faut qu'il étouffe son instinct naturel de bien faire. Ça doit créer une sacrée dissonance cognitive. Et pour contrer ça, le manuel donne des instructions hyper claires. Il dit aux futurs saboteurs de laisser délibérément ses outils s'émousser. Là où il avait le réflexe d'entretenir sa machine, on lui demande d'oublier la burette d'huile. De remplacer la diligence par la paresse, en fait. Exactement. Et pour aider l'individu à supporter ça, l'argument de l'OSS, c'est de recadrer ses actes comme de la légitime défense. Créer cette marge d'erreur constante, c'est se défendre. Ce qui est fascinant ici, c'est comment l'OSS a utilisé la psychologie pour motiver ces gens, sans aucune récompense immédiate. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de gratification. On voit pas l'armée ennemie s'effondrer parce qu'on a mal vissé un boulon. Non, c'est un travail de l'ombre ingrat.
Alors l'OSS misait sur le soutien moral. Il recommandait d'utiliser l'humour, de se moquer de la frustration des superviseurs ennemis, et surtout, ils utilisaient des tracts ou des radios clandestines pour créer un sentiment d'appartenir à un groupe invisible. Ah, pour qu'ils se sentent moins seuls. Voilà. Entendre à la radio qu'une usine à 500 km a eu de graves retards à cause de négligence, ça valide ton propre sabotage quotidien. Tu fais partie d'un effort global. D'accord. Donc, une fois cette barrière mentale franchie, comment ce saboteur opère-t-il concrètement sans se faire arrêter? C'est là qu'on entre dans l'arsenal du placard à balai. L'ingéniosité de ce manuel est juste dingue. Ah oui, l'armement, il se trouve littéralement sur l'étagère de la cuisine. Prenons l'un des exemples du manuel, parce que c'est tellement surprenant. Mettre du riz ou du blé dans un système de refroidissement à eau d'un véhicule. Du riz, comment ça peut paralyser un camion militaire? C'est mécanique et c'est implacable. C'est de la thermodynamique de base. Le système de refroidissement fait circuler de l'eau autour du moteur. Si on y jette des grains de riz secs, l'eau chaude va agir comme dans une casserole dans ta cuisine. Les grains vont cuire. Oui, l'amidon va absorber l'eau et gonfler. En quelques minutes, cette masse collante bloque complètement les conduits du radiateur. L'eau circule plus, la température grimpe, les pièces métalliques se dilatent et le moteur finit par serrer, Et le camion est mort. immobilisé. Il faut démonter entièrement le circuit pour réparer. C'est redoutable. Et dans le même rayon cuisine, il y a le coût du sucre. Le manuel dit de glisser 75 à 100 grammes de sucre, ou du miel, par tranche de 10 gallons d'essence pour détruire un moteur. Mais là, il faut clarifier un mythe. Ah oui, le fameux mythe du sirop. C'est ça. Beaucoup de gens croient que le sucre se dissout dans l'essence et crée un sirop qui englue tout. Alors que chimiquement, c'est faux. Le sucre ne se dissout absolument pas dans l'essence. Il reste intact au fond du réservoir, non? Exactement. Et c'est pire, le moteur aspire l'essence et il aspire les cristaux de sucre avec. Les filtres à carburant se bouchent immédiatement. Et si par malheur des cristaux passent et arrivent dans la chambre de combustion, La chaleur les fait caraméliser. voilà, ça carbonise instantanément et ça cimente littéralement les organes internes du moteur. C'est irréparable sur le terrain. Il y a aussi des trucs avec du vinaigre, je crois. Oui, pour les batteries de véhicules. Le manuel suggère de verser environ 100 à 150 cm3 de vinaigre dans l'acide de la batterie, ou même d'y glisser des pièces de monnaie. Ça crée des courts-circuits. Les pièces de monnaie, en introduisant du cuivre ou du nickel, créent des réactions galvaniques qui rongent le plomb. La batterie meurt à petit feu sans que ça se voie de l'extérieur. C'est machiavélique. Mais il n'y a pas que les moteurs. Il y a un exemple qui m'a fait éclater de rire, c'est le sabotage des films de propagande au cinéma. Les mythes, c'est brillant. Le manuel dit d'aller au cinéma avec un sac en papier contenant 2 ou 3 douzaines de grosses mythes. Et de juste laisser le sac ouvert par terre. C'est l'exploitation de la biologie, la phototaxie. Dans le noir, ces insectes volent directement vers la source de lumière la plus forte. Faisceau du projecteur. Exactement. Elles s'agglutinent devant la lentille et projettent des ombres énormes sur l'écran, ce qui ruine complètement la diffusion du film de propagande. Et le meilleur, c'est que c'est indétectable. Attendez, parlons-en de l'indétectable. Parce que là, bon, des mythes au cinéma, ça passe, mais le manuel explique aussi comment créer des mèches à retardement avec une bougie enroulée dans du papier ou de la ficelle avec de la poudre à canon. Ça semble incroyablement dangereux. C'est le grand paradoxe. Comment un simple balayeur ou un employé de bureau pouvait-il faire ça sans finir directement devant un peloton d'exécution? C'est là que les mesures de sécurité du manuel entrent en jeu. L'OSS savait que si le sabotage devenait évident, les représailles nazies seraient terribles. Le manuel conseille donc d'utiliser des objets impossibles à incriminer. Genre quoi? Une pince à épiler, du sel, des allumettes. Si on te fouille et qu'on trouve de la dynamite, t'es mort. Si on trouve un paquet de sel, tu vas juste saler ton déjeuner. C'est le camouflage parfait. Et puis, il faut viser des actes où beaucoup de gens pourraient être tenus pour responsables. Par exemple, faire sauter les plombs d'une boîte centrale dans une grande usine. L'anonymat dans la masse. Mais s'ils sont pris sur le fait, s'ils font tomber une clé à molette dans les rouages d'une machine sensible. Le manuel fournit des excuses toutes prêtes, hyper plausibles. L'idée, c'est de feindre l'ignorance. Le saboteur de s'excuser abondamment et prétendre par exemple qu'il était épuisé par un raid aérien nocturne. Ah, jouer sur la pitié? Ou sur le mépris, feindre une faiblesse physique due à la sous-alimentation. Le but, c'est de passer pour un idiot incompétent, pas pour une menace. C'est fou de se dire que la stupidité assumée est une arme de guerre. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si endommager un moteur, ça marche pour les ouvriers. Que faire si l'on travaille dans un bureau? Ah, le fameux facteur humain. Le manuel révèle que la paperasse est littéralement une arme de destruction massive.
La militarisation de la bureaucratie. L'OSS avait compris que les armées tournent à l'essence, mais aussi à la paperasse. Les directives pour paralyser les organisations de l'intérieur sont juste incroyables de cynisme. Je lisais les consignes pour les managers. C'est lunaire. Le manuel leur dit d'insister pour que tout passe par les canaux officiels. Ne jamais autoriser de raccourcis. Faire de longs discours aussi. Oui. Interrompre les réunions avec des anecdotes personnelles interminables. Et le meilleur, renvoyer les décisions à des comités. Le manuel précise qu'il faut s'arranger pour que le comité compte au moins 5 personnes. Parce qu'avec 5 personnes, on est sûr de ne jamais se mettre d'accord rapidement. Et il disait aussi de promouvoir les employés incompétents tout en discriminant les plus efficaces. Pour casser le moral. Non mais c'est hilarant. Et pour les simples employés de bureau, la consigne c'est de travailler lentement, de multiplier les formulaires et les copies inutiles pour devoir les refaire. Mal classer les documents essentiels. C'est une de mes préférées. Un document mal classé, c'est 3 personnes qui perdent leur après-midi à le chercher. Et prétendre ne pas comprendre une langue étrangère quand on reçoit un ordre de l'occupant. Exiger des traductions, faire répéter. Il y a aussi des tactiques de confusion générale. Comme le fait de pleurer. Pleurer et sangloter de manière hystérique à la moindre occasion face aux fonctionnaires du gouvernement. Ou organiser des réunions précisément au moment où il y a du travail urgent à boucler. Honnêtement, en lisant tout ça, je me suis dit que ces tactiques décrivent littéralement le fonctionnement quotidien de nombreuses entreprises modernes. C'est troublant, hein? Complètement. Exiger des ordres écrits pour tout, créer des comités inutiles, c'est devenu une banalité super frustrante dans le monde du travail aujourd'hui. On dirait que certaines boîtes utilisent ce manuel comme guide de management. Si l'on relie ça à la situation dans l'ensemble, on voit comment le manuel exploite les failles naturelles des systèmes hiérarchiques. Dans une administration, exiger la perfection sur des détails insignifiants, c'est vu comme du professionnalisme. Alors que ça paralyse tout. Exactement. Le manuel prône constamment la prudence et le comportement raisonnable. On bloque le système sous couvert de bien faire son travail. Le saboteur bureaucrate devient intouchable parce qu'il respecte les règles à la lettre. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous aujourd'hui? Au-delà de l'anecdote historique, je trouve que ça souligne la force incroyable de ce qu'on appelle la friction dans un système. La friction, oui, c'est le mot juste. Ce que cette exploration démontre à quiconque cherche à optimiser son organisation, c'est à quel point de minuscules grains de sable, un outil mal rangé, une réunion inutile, une mauvaise communication, peuvent littéralement stopper une machine de guerre. Ça fait réfléchir sur l'impact de nos propres mauvaises habitudes au bureau, non? Absolument. C'est fou comme on peut s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Et cela soulève une question importante, je trouve. C'est une réflexion assez provocatrice, mais quand on voit la ressemblance frappante entre les techniques de ce manuel de 1944 et les lenteurs de nos administrations contemporaines, Ouais. doit-on se demander si nos immenses bureaucraties modernes ont été secrètement fondées sur ces principes de sabotage? Ou bien, et c'est peut-être pire, est-ce que l'OSS n'a fait que documenter avec génie la tendance la plus naturelle et destructrice de l'être humain au travail? C'est une excellente question. Une idée à méditer en tout cas lors de votre prochaine longue et inutile réunion de comité. Vous repenserez au Simple Sabotage Field Manual. Exactement. Ouvrez l'œil sur les réunions à plus de 5 personnes. Merci de nous avoir accompagnés pour ce dossier. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire.